Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va se poser une question qui a l'air toute simple mais qui est en fait hyper profonde. La monnaie, c'est quoi au juste? Parce que ce n'est pas simplement du papier ou des chiffres sur un écran, hein. C'est bien plus que ça. C'est une invention absolument fascinante qui a complètement bouleversé le monde. Allez, c'est parti, on plonge dans cette histoire incroyable. Alors, petite expérience de pensée. Imaginez la scène. On a une envie folle de café. On arrive au comptoir et pour payer, on propose une chèvre. Oui, une chèvre. Le problème, c'est que le barista, lui, il a besoin de nouvelles chaussures, pas d'une chèvre. Alors il faudrait qu'on trouve un cordonnier qui, par un heureux hasard, rêve d'avoir une chèvre, lui échanger notre chèvre contre ses chaussures et seulement après, retourner voir le barista pour échanger les chaussures contre notre café. On imagine le bazar, c'est le chaos total. Eh bien voilà, bienvenue dans le monde du troc et son problème numéro 1, la fameuse double coïncidence des besoins. Pour vraiment saisir toute l'importance de la monnaie, il faut d'abord réussir à visualiser un monde sans monnaie. Un monde où chaque petit échange du quotidien devient une négociation hyper complexe et bien souvent tout simplement impossible. C'est vraiment ça, le cœur du problème. Ce n'est pas seulement qu'il faut vouloir ce que l'autre personne a. Il faut aussi que cette personne veuille ce qu'on a, pile au même moment et en même endroit. C'est quasi mission impossible. Résultat, c'est d'une inefficacité redoutable. Ça bloque tout développement économique, ça empêche les gens de se spécialiser et ça rend le commerce à grande échelle impensable. Heureusement, l'humanité a fini par trouver une solution. Et toute l'histoire de la monnaie, en fait, c'est le récit de cette quête pour résoudre les problèmes du troc. Et comme on va le voir, c'est un voyage plein de surprises. Cette chronologie nous montre la grande tendance de toute l'histoire monétaire, la dématérialisation. C'est un mot un peu savant pour dire une chose simple, la monnaie est devenue de moins en moins physique. On est passé d'un objet concret, qui avait sa propre valeur, à une idée presque complètement abstraite. Allez, suivons cette évolution pas à pas. Au tout début, on a pris ce qu'on avait sous la main, des marchandises utiles, le bétail, le grain, le sel, et un de mes exemples préférés, les fèves de cacao chez les Aztèques. C'est génial parce qu'elles servaient à la fois à préparer une boisson de luxe pour l'élite, mais aussi de petites monnaies pour les achats de tous les jours. Quelques fèves pour des galettes de maïs, et on pouvait même payer ses impôts avec. C'était bien pratique, mais ça restait très physique. Et là, c'est une véritable révolution, l'invention de la pièce de monnaie. Pourquoi c'est si important? Parce que les métaux précieux, c'est durable, ça ne pourrit pas. On peut les diviser en petites unités sans perdre de valeur, et c'est bien plus facile à transporter. Et surtout, le fait de frapper une pièce avec un sceau officiel, ça garantit son poids et sa pureté. Plus besoin de sortir sa balance à chaque transaction. On arrive maintenant à la première grande étape de la dématérialisation. Le papier-monnaie, à son origine, ce n'était pas de l'argent. Non, c'était simplement un reçu, une reconnaissance de dette. Le principe était simple. On déposait son or en sécurité et on recevait un bout de papier en échange. Et très vite, les gens se sont rendus compte qu'il était beaucoup plus facile de s'échanger directement ces reçus que de transporter du métal lourd. Le papier est devenu un substitut de la chose physique. Et c'est là que tout bascule. C'est le grand saut dans l'abstrait. À un moment donné, les États ont décidé que les billets n'avaient plus besoin d'être échangeables contre de l'or ou de l'argent. On est passé à la monnaie fiduciaire. Et ce mot est crucial. Fiduciaire, ça vient du latin fiducia, la confiance. La valeur de notre billet ne repose plus sur une marchandise physique, mais uniquement sur un accord social, sur la confiance que les autres l'accepteront en paiement. Cette phrase résume tout. C'est vraiment l'essence de la monnaie moderne. C'est un système dont le fonctionnement repose entièrement sur une confiance partagée. Sans cette confiance, un billet de banque, ce n'est rien de plus qu'un morceau de papier coloré. Aujourd'hui, on a poussé cette dématérialisation à son maximum. Ce chiffre, 85%, c'est énorme. Il représente la part de la monnaie qui n'existe que sous forme d'écriture numérique dans les ordinateurs des banques. C'est la monnaie scripturale. La grande majorité de notre argent n'est en fait qu'une information, un simple jeu d'écriture. Bon, maintenant qu'on a vu d'où vient la monnaie, demandons-nous à quoi sert-elle exactement? Quelles sont les règles qui font que ce fragile système de confiance arrive à fonctionner? Cette question, le philosophe Aristote se la posait déjà, et il avait identifié 3 fonctions essentielles. On peut voir ça comme les 3 super-pouvoirs de la monnaie. Pour qu'une chose puisse être considérée comme de la monnaie, elle doit absolument remplir ces 3 missions. Voyons ça de plus près. La première fonction, c'est la plus évidente. Intermédiaire des échanges. C'est l'huile dans les rouages de l'économie. Grâce à la monnaie, on sépare l'acte de vente de l'acte d'achat. On vend sa chèvre contre de l'argent. Point. Et on utilise cet argent, bien plus tard, pour acheter un café sans avoir à se soucier de ce que le barista désire. Et là, attention, on touche à la fonction la plus sous-estimée, mais peut-être la plus géniale,
l'unité de compte. Dans une économie de troc, avec seulement 100 biens différents, il faudrait connaître 4950 prix relatifs. Combien de chèvres pour une paire de chaussures? Combien de paires de chaussures pour un sac de blé? C'est un cauchemar informationnel. Avec la monnaie, tout devient clair. Tout est mesuré avec la même unité. Il n'y a plus que 100 prix à connaître. La monnaie simplifie radicalement l'information économique. Enfin, troisième fonction, la réserve de valeur. La monnaie permet de mettre de la valeur de côté, de transférer du pouvoir d'achat dans le temps. On peut recevoir son salaire aujourd'hui et le dépenser la semaine prochaine. Bien sûr, cette fonction n'est pas parfaite, l'inflation peut venir la grignoter. Mais la monnaie a un avantage immense, elle est parfaitement liquide. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour acheter quelque chose instantanément, sans délai et sans coût de transformation. Mais que se passe-t-il quand ces belles règles sont mises à l'épreuve? Quand, par exemple, plusieurs types de monnaies circulent en même temps, une bonne et une mauvaise. C'est là qu'intervient une loi économique aussi fascinante que contre-intuitive. Cette loi porte le nom de Thomas Gresham, un financier anglais. L'idée est la suivante. Si on a le choix entre deux pièces qui ont la même valeur légale, disons 1 euro, mais que l'une est en or pur et l'autre dans un métal sans valeur, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir un comportement très rationnel. Voilà le fameux résumé de cette loi. On va garder précieusement la bonne monnaie, celle en or, parce qu'elle a une valeur plus élevée. On la thésaurise, on la met de côté. Et pour les paiements de tous les jours, on va se dépêcher de se débarrasser de la mauvaise monnaie. Du coup, la mauvaise monnaie inonde le marché, elle reste en circulation, tandis que la bonne disparaît dans les bas de laine. L'exemple parfait, c'est l'Argentine pendant l'hyperinflation des années 80. Le peso argentin, la monnaie locale, perdait de la valeur d'heure en heure. C'était la mauvaise monnaie. Dès que les gens en recevaient, ils s'empressaient de le dépenser. En parallèle, le dollar américain, stable, était la bonne monnaie. Il servait à épargner et même à fixer les prix. Mais pour les transactions du quotidien, on se débarrassait des pesos. Le dollar, lui, était chassé de la circulation, précieusement conservé. Au final, le point le plus important à retenir, c'est celui-ci. L'histoire de la monnaie, c'est le passage d'un objet physique à une construction sociale. Sa valeur ne réside pas dans le matériau qui la compose, mais dans la confiance collective, dans la croyance partagée que nous lui accordons tous. En fin de compte, qu'il s'agisse d'un coquillage, d'une pièce d'or, d'un billet ou d'une ligne de code, la monnaie est avant tout une technologie sociale. C'est une idée commune sur laquelle on s'est mis d'accord. Ce qui pose une question vertigineuse pour notre époque. Quelle sera la prochaine idée sur laquelle on se mettra tous d'accord ?